Ce qui est remarquable dans le discours médiatique sur la guerre en Ukraine, c'est que l'expansion de l'OTAN a été largement absente de toute la narration. Cela malgré le fait que l'OTAN devrait être au cœur des discussions en tant que source principale de cette guerre. De plus, la reconnaissance que l'OTAN ne peut vraiment pas faire partie d'un règlement politique est importante. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine devrait se terminer par le rétablissement de la neutralité de l'Ukraine. L'omission de toute référence à l'OTAN dans le discours n'est pas un accident, car nous voyons que toute référence à l'expansion de l'OTAN est rapidement attaquée comme de la propagande russe. Par conséquent, nos journalistes, universitaires et politiciens qui veulent maintenir leur légitimité savent qu'ils doivent avancer avec beaucoup de prudence. Après tout, le récit dominant que tout le monde devait adopter était que l'invasion russe de l'Ukraine était non provoquée. Quiconque contestait cela en mentionnant l'OTAN comme facteur clé pouvait alors être accusé de légitimer l'invasion, voire de la soutenir, et donc de prendre le parti de l'ennemi. Mais il vaut la peine d'explorer, par conséquent, comment l'OTAN a contribué à ce conflit et pourquoi la guerre était prévisible. Pour ce faire, nous devons vraiment prendre du recul et aborder ce que l'expansion de l'OTAN représentait réellement, à savoir un ordre mondial entièrement différent et une architecture de sécurité européenne. Nous devons vraiment remonter jusqu'à la guerre froide. C'est-à-dire, pour atténuer la compétition sécuritaire pendant la guerre froide, toutes les parties ont atteint un accord lors des accords d'Helsinki en 1975, posant les bases de ce qui deviendrait plus tard le système de sécurité. Maintenant, à Helsinki, l'accord principal était axé sur la sécurité indivisible. Cela signifie la sécurité pour tous ou la sécurité pour personne. La sécurité indivisible repose sur la reconnaissance que la sécurité internationale ne peut pas vraiment être divisée. C'est-à-dire que le système international est défini par la compétition sécuritaire. Et si un côté étend sa sécurité aux dépens de l'adversaire, alors l'adversaire fera de même. Nous nous retrouverons dans une situation avec beaucoup de missiles pointés les uns vers les autres. Et, sans surprise, cela ne donnera de sécurité à personne. Ce n'était pas une question controversée. L'idée que plus d'armes ne se traduisent pas nécessairement par plus de sécurité. C'était donc le fondement de l'acte d'Helsinki, et cela a également inspiré la nouvelle pensée de Gorbatchev et son initiative pour une maison commune européenne. Maintenant, le concept de maison commune européenne était de remplacer la politique de bloc conflictuel à somme nulle par un format inclusif pour l'Europe, avec l'intention principale de réduire la concurrence en matière de sécurité. Et Gorbatchev a suivi sa vision. En décembre 1988, il a annoncé aux Nations Unies que l'Union soviétique réduirait ses forces militaires de 500 000 soldats. Et 50 000 soldats soviétiques seraient retirés du territoire des alliés du pacte de Varsovie. Puis l'année suivante, en novembre 89, Moscou a laissé tomber le mur de Berlin sans intervenir. Un mois plus tard, en décembre 1989, Gorbatchev et Bush se sont rencontrés à Malte et ont finalement déclaré que la guerre froide était terminée. Ainsi, les rêves de la maison européenne commune de Gorbatchev pouvaient donc commencer à prendre forme. Nous avons vu qu'en novembre 1990, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe a été signée, un accord basé sur les principes des accords d'Helsinki. Cela appelait à une nouvelle Europe inclusive, une Europe qui n'était pas divisée et également basée sur la sécurité indivisible. En 1994, cela s'est traduit par une institution réelle, un système de sécurité européen inclusif, qui a été développé avec la création de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Encore une fois, une manifestation des accords d'Helsinki. Cela reposait également sur le principe de la sécurité indivisible,
ne pas renforcer sa sécurité au détriment des autres. C'était une Europe sans ligne de division. Mais ensuite, tout cela a soudainement pris fin. Il a alors été question d'élargir l'OTAN, ce qui, de manière prévisible, ferait s'effondrer la sécurité pan-européenne. C'est-à-dire que les États-Unis avaient toujours été un peu mal à l'aise avec un système de sécurité basé sur la sécurité indivisible, car cela impliquait qu'il y aurait de nombreuses puissances et qu'elles devraient respecter la sécurité des unes et des autres. Maintenant, les États-Unis avaient une formule différente pour la sécurité. Ils prônaient une architecture de sécurité basée sur la domination et l'hégémonie américaine. Étant assez explicite à ce sujet dans les prochaines stratégies de sécurité, selon lesquelles la sécurité dépendrait de la domination américaine et du fait que personne ne pourrait même rêver de la contester. Et c'est ce qui créerait la paix dans le monde. Donc, soudainement, tout le principe selon lequel nous devions veiller à la sécurité des uns et des autres avait plus ou moins disparu. Alors, seulement un mois après l'effondrement de l'Union soviétique, le président Bush a prononcé son discours sur l'état de l'Union, où il a proclamé par la grâce de Dieu que l'Amérique avait gagné la guerre froide. Et il a continué, la guerre froide ne s'est pas terminée. Elle a été gagnée. Avec cela, nous avons vu que la rhétorique précédente depuis 1989, concernant une fin négociée de la guerre froide dans laquelle les deux parties étaient gagnantes, était terminée. La guerre froide ne s'est donc pas terminée par des négociations en 1989. Non, le nouveau révisionnisme historique suggérait qu'elle avait été gagnée en 1991. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité européenne lorsque la paix n'a pas été créée par des négociations, mais par une partie qui a vaincu l'autre? Eh bien, évidemment, la nouvelle architecture de sécurité serait développée par les Américains, et les Russes ne devraient vraiment pas avoir leur mot à dire. Maintenant, sera-t-elle toujours basée sur une sécurité indivisible, développée au sein de cette architecture de sécurité inclusive? Eh bien, Bush Sr. a continué en disant, je cite, « Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Le leader de l'Occident est devenu le leader du monde. » À ce stade, nous voyons que l'ancien ambassadeur américain en Union soviétique, Jack Matlock, qui a contribué à négocier la fin de la guerre froide, a averti comment la création de mythes a commencé presque dès que l'Union soviétique est tombée. Et une culture politique à Washington s'est renforcée, suggérant que la paix n'a pas été obtenue par la diplomatie et le compromis, en reconnaissant la sécurité de chacun. Au lieu de cela, une fausse réalité a émergé, suggérant que la paix était créée par une puissance écrasante et que les États-Unis devaient éliminer leurs adversaires. Matlock a soutenu que cela a conduit à la trahison de la paix post-guerre froide. Cela a également fondamentalement changé la notion de ce qui crée la sécurité, car lorsque vous avez des pays dans le système international qui rivalisent pour la sécurité, vous pouvez résoudre cela de deux manières. L'une est que les grandes puissances respectent la sécurité des unes et des autres et trouvent des moyens de garantir que la sécurité de l'une ne se fait pas au détriment de l'autre. Donc, encore une fois, la sécurité indivisible. Alternativement, la sécurité peut provenir d'un État dominant à tel point qu'il n'importe pas s'il sape la sécurité d'autres États, car il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet. Et c'est ce qu'on appelle la paix hégémonique. C'était rien de moins qu'une trahison de la paix post-guerre froide. Construire une Europe sans la Russie, qui est le plus grand État d'Europe, signifiait que la paix et la sécurité en Europe reposaient sur la faiblesse perpétuelle de la Russie. Cela devait être réalisé en élargissant l'OTAN. Si chaque pays en Europe fait partie de l'OTAN, sauf le plus grand, eh bien, nous pourrions créer un système où l'Occident pourrait dicter, et les Russes devraient suivre, et la sécurité russe n'aurait pas à faire partie de la discussion.
Nous avons donc vu l'OTAN et son infrastructure militaire avancer progressivement vers les frontières russes et entourer le pays. Et si la Russie se plaignait, encore une fois, que pouvait-elle faire? Il convient de noter que l'Occident a tout misé sur cette paix hégémonique. Pourtant, nous avons vu émerger une certaine honnêteté et des critiques. Par exemple, même le président Bill Clinton a déclaré qu'il avait présenté l'accord de partenariat pour la paix parce qu'il soutenait que cela constituerait une alternative à l'expansion de l'OTAN. Lorsqu'il expliquait l'accord de partenariat pour la paix en janvier 1994 comme une alternative à l'expansion de l'OTAN, il a averti que nous ne pouvions pas nous permettre de rediviser le continent, car cela, je cite, tracerait une nouvelle ligne entre l'Est et l'Ouest qui pourrait créer la prophétie autoréalisatrice d'une confrontation future. Donc encore une fois, ce furent des paroles sages, car évidemment, revenir à la politique des blocs en élargissant l'OTAN rediviserait le continent et raviverait la logique de la guerre froide. Mais encore une fois, ce n'était pas honnête, car Bill Clinton était en réalité pour l'expansion. Charles Freeman, un diplomate chevronné qui a également participé à la construction d'une Europe centrée sur l'OTAN après la guerre froide, a soutenu que, je cite, Clinton tenait un double discours. Il disait aux Russes que nous n'étions pas pressés d'ajouter des membres à l'OTAN, que notre voie préférée était le partenariat pour la paix, qui était le juste milieu entre être membre et non membre de l'OTAN. Maintenant, comme le poursuit Schass, en même temps, il laissait entendre aux diasporas ethniques des pays russophobes d'Europe de l'Est que nous allions intégrer ces pays dans l'OTAN le plus rapidement possible. Nous voyons donc que le partenariat pour la paix a été vendu aux Russes comme une alternative à l'expansion de l'OTAN. Mais en réalité, ce n'était qu'un tremplin, préparant les pays à l'adhésion à l'OTAN. Maintenant, il y avait une véritable opposition à cela. Nous avons vu de nombreux politiciens de premier plan aux États-Unis, à la fois des colombes et des faucons anti-russes, reconnaître que cela conduirait à une catastrophe. L'un d'eux était William Perry, le secrétaire à la défense des États-Unis entre 1995 et 1997, qui a même envisagé de quitter son poste en opposition à ce qui était franchement de la folie. Et il a reconnu plus tard que le reste de l'administration avait également réalisé que l'expansion de l'OTAN dénouerait la question de la paix. Mais l'OTAN deviendrait alors plus puissant et la Russie s'affaiblirait. Ainsi, l'administration Clinton a pensé, eh bien, qui se soucie de ce que pense la Russie? Selon les mots de William Perry, il a dit « C'était pas que nous écoutions les arguments russes et disions que nous n'étions pas d'accord avec cet argument. En gros, les personnes avec qui je débattais lorsque j'essayais de présenter le point de vue russe, la réponse que j'ai obtenue était vraiment qui se soucie de ce qu'ils pensent. Ce sont une puissance de troisième ordre. » Et encore une fois, cela résume l'idée de base du système hégémonique. On n'a pas besoin de prendre en compte les préoccupations de sécurité des adversaires parce qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire. Et l'OTAN a donc été conceptualisée comme une police d'assurance. Et c'est une phrase qui revenait souvent dans les débats au Sénat sur l'élargissement de l'OTAN, un bloc militaire qui traiterait des conflits découlant de sa propre posture hégémonique. Encore une fois, l'ancien secrétaire d'État américain James Baker a mis en garde sur ce besoin d'une police d'assurance, c'est-à-dire de conceptualiser l'OTAN comme une police d'assurance. Comme il l'a dit, cela deviendrait une prophétie autoréalisatrice. Baker a également averti que la meilleure façon de trouver un ennemi est d'en chercher un, et il s'inquiétait que c'est ce que nous faisons en essayant d'isoler la Russie. Et isoler est exactement ce que représentait l'expansion de l'OTAN.
Maintenant, Madeleine Albright, la secrétaire d'État, était très favorable à l'élargissement de l'OTAN, mais reconnaissait que cela isolerait également la Russie. Mais selon ses mots, si la Russie ne se déroule pas comme nous l'espérons, l'OTAN est là. Donc oui, élargir l'OTAN créerait évidemment des conflits, car nous reviendrions à la politique des blocs. Mais lorsque ces conflits surgissent, nous avons effectivement entouré la Russie avec l'OTAN, et il n'y a plus rien que la Russie puisse faire. Ainsi, George Kennan, le légendaire diplomate américain et auteur du Long Télégramme et architecte des politiques de confinement contre l'Union soviétique, a demandé en 1997 pourquoi, avec toutes les possibilités pleines d'espoir à la fin de la guerre froide, les relations Est-Ouest devraient-elles se centrer sur la question de savoir qui serait allié avec qui et, par implication, contre qui. Puis il a fait une prédiction très précise, et il a dit I think it's the beginning of a new Cold War. There was no reason for this whatsoever. No one was threatening anybody else. This expansion would make the founding fathers of this country turn in their graves. Of course, there is going to be a bad reaction from Russia. And then the NATO expanders will say that we always told you that this is how the Russians are. But this is wrong. So again, recognizing the same thing. Donc encore une fois, reconnaître la même chose. L'OTAN s'étend, ravivant évidemment le conflit. Lorsque la Russie réagit, nous avons alors la raison pour laquelle nous devions nous étendre au départ. Maintenant, malgré la trahison de la paix post-guerre froide, la Russie n'a pas vraiment renoncé au rêve d'une Europe commune. Eh bien, en partie parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. Ainsi, la Russie a poussé pour faire de l'OSCE l'organisation principale. Lorsque cela a évidemment échoué, Yeltsin puis plus tard Poutine ont suggéré que la Russie pourrait rejoindre l'OTAN pour en faire un système de sécurité inclusif basé sur la sécurité indivisible. Cela n'a pas non plus fonctionné. Et en 2008, le président Medvedev a appelé à développer une nouvelle architecture de sécurité basée sur la sécurité indivisible qui permettrait même à l'OTAN de continuer à exister. That would even allow for NATO to continue to exist. Then in 2010, Russia suggested an EU. Puis, en 2010, la Russie a proposé une union UE-Russie de Lisbonne à Vladivostok pour éliminer une partie de cette composante de jeu à somme nulle de ce que nous appelons souvent l'intégration européenne, ce qui signifie effectivement découpler les voisins de la Russie de la Russie. Maintenant, toutes ces propositions ont été rejetées. Et pourquoi? Eh bien, nous savions déjà que le système de sécurité n'était pas basé sur le principe de sécurité indivisible. Non, le chemin vers la paix passerait par la domination, et permettre à la Russie d'entrer dans la maison européenne signifierait qu'il serait plus difficile de dominer les Russes, de les exclure, de les marginaliser de l'Europe. Et ainsi, l'OTAN continue sa marche vers l'Est, et le conflit s'ensuivrait de manière prévisible. En 2008, l'OTAN s'est réunie à Bucarest, lors du tristement célèbre sommet de Bucarest de 2008. À ce moment-là, le président Bush était déterminé à faire entrer à la fois l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN. Même les Européens ont résisté à cela et ne voulaient pas donner de plan d'action pour l'adhésion. Mais dans un esprit de compromis avec les Américains, une promesse a été faite. La déclaration du sommet indiquait que nous convenons aujourd'hui que ces pays, c'est-à-dire l'Ukraine et la Géorgie, deviendront membres de l'OTAN. Cela a été présenté comme un soutien à l'Ukraine, même si à peine 20% des Ukrainiens voulaient réellement rejoindre ce bloc militaire. Et nous avons également vu qu'un mois avant le sommet de Bucarest, Tony Blair avait dit à ses collègues américains qu'il fallait montrer à la Russie qui était le patron. C'était le but de l'OTAN. Donc, selon Blair, la stratégie devait être de rendre la Russie un peu désespérée avec nos activités dans les zones limitrophes de ce que la Russie considère comme sa sphère d'intérêt et le long de ses frontières réelles. Il fallait montrer de la fermeté à la Russie et semer des graines de confusion.
Maintenant, William Burns, qui était l'ambassadeur américain en Russie et est ensuite devenu le directeur de la CIA, a averti que, je cite, « L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est la plus rouge de toutes les lignes rouges pour les élites russes. » Maintenant, dans une note, il a averti que menacer l'expansion de l'OTAN provoquerait une intervention militaire russe. Voici ce qu'il a écrit. Non seulement la Russie perçoit un encerclement et des efforts pour saper l'influence de la Russie dans la région, mais elle craint également des conséquences imprévisibles et incontrôlées qui affecteraient sérieusement les intérêts de sécurité russes. La Russie est, dans cette éventualité, la Russie devrait décider si elle doit intervenir, une décision que la Russie ne veut pas avoir à affronter. D'autres câbles ont révélé que les ambassadeurs allemands et français voyaient le même problème arriver, à savoir une possible guerre civile et un conflit avec la Russie. Même la chancelière allemande, Angela Merkel, a averti que proposer l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait interprété comme une déclaration de guerre par Moscou. Encore une fois, un langage très différent de ce que nous appelons maintenant non provoqué. Maintenant, l'ancien ambassadeur britannique en Russie avertirait plus tard, déjà en 2020, que le sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008 était encore une fois, selon ses mots, une énorme erreur. Comme il l'a soutenu, c'était stupide à tous les niveaux à cette époque. Si vous voulez commencer une guerre avec la Russie, c'est la meilleure façon de le faire. De plus, tout sondage en Ukraine montrait que les 2/3 du public ukrainien ne voulaient pas de l'adhésion à l'OTAN. Néanmoins, les Européens ont suivi ce plan, et l'Ukraine est finalement devenue un membre de facto de l'OTAN, et progressivement, elle deviendrait un membre à part entière. L'OTAN a poursuivi cette stratégie en sachant que les Ukrainiens ne voulaient pas de l'adhésion à l'OTAN et que cela déclencherait probablement une guerre. Pourtant, en 2010, il semblait y avoir une raison d'être optimiste, car les Ukrainiens ont élu un nouveau gouvernement qui a rétabli la neutralité de l'Ukraine. Cependant, en février 2014, les pays de l'OTAN ont soutenu un coup d'État en Ukraine, renversé le gouvernement, déclenchant ainsi une guerre civile que le directeur de la CIA, Burns, avait prédit et qui serait également suivie par une intervention militaire russe, quelque chose que les Russes ne voulaient pas faire. En revenant à 2015, nous pouvons voir comment Gorbatchev a réfléchi à la manière dont la paix en Europe a été perdue. Selon ses mots, l'expansion vers l'Est de l'OTAN a détruit l'architecture de sécurité européenne, telle qu'elle était définie dans l'acte d'Helsinki en 1975. L'expansion vers l'Est était un revirement à 180 degrés, un départ de la décision de la Charte de Paris en 1990, prise ensemble par tous les États européens pour mettre définitivement fin à la guerre froide. Les propositions russes, comme celle de l'ancien président Dmitri Medvedev, selon laquelle nous devrions nous asseoir ensemble pour travailler sur une nouvelle architecture de sécurité, ont été ignorées avec arrogance par l'Occident. Nous voyons maintenant le résultat. Maintenant, bien que Poutine et Gorbatchev aient été en désaccord sur de nombreux points, Poutine a partagé cette évaluation de Gorbatchev, à savoir que les conflits découlaient de l'échec à établir un règlement post-guerre froide mutuellement acceptable. Selon les mots de Poutine, nous avons tout fait de travers. Dès le début, nous avons échoué à surmonter la division de l'Europe. Il y a 25 ans, le mur de Berlin est tombé. Mais des murs invisibles ont été déplacés vers l'Est de l'Europe. Cela a conduit à des malentendus mutuels et à l'attribution de la culpabilité. Maintenant, ils sont la cause de toutes les crises depuis lors. Alors, que signifie tout cela? Eh bien, il y a de nombreuses perspectives sur la sécurité européenne et pourquoi elle s'est effondrée. Pourtant, comment expliquer que l'expansionnisme de l'OTAN ne soit même pas
pas autorisé à entrer dans le discours. It's not even permitted to enter the discourse. Why is there forced consensus around Pourquoi y a-t-il un consensus forcé autour de l'idée que la Russie est simplement un empire maléfique, avide de nouveaux territoires? En privant le public d'une discussion honnête et de contexte, nous restons avec le récit d'une invasion non provoquée, sans même aborder pourquoi une architecture de sécurité basée sur la domination, sur l'idée d'entourer la Russie et de la maintenir perpétuellement faible, créerait la paix plutôt que de déclencher une guerre? Et pourquoi n'y a-t-il pas de débat sur l'abandon du concept d'une architecture de sécurité basée sur la sécurité indivisible? Au lieu de la sécurité indivisible, nous avons eu la sécurité par la domination. Au lieu de supprimer les lignes de division en Europe, nous avons progressivement rapproché les lignes de division des frontières russes. Et d'une manière ou d'une autre, cela ne fait pas partie du discours sur les raisons pour lesquelles la guerre a pu commencer. Maintenant, imaginez si la situation était inversée et que la sécurité en Amérique du Nord dépendait de la Russie, construisant des bases militaires au Mexique et entourant les États-Unis de systèmes de missiles. Ce serait une proposition absurde. Pourtant, cela a été maintenu par des slogans idéologiques et ne peut même pas être contesté. Maintenant, le système hégémonique est en faute, car il ignore le principe de sécurité indivisible. Et en prétendant que la guerre froide s'est terminée en 1991 au lieu de 1989, l'OTAN ignore délibérément sa propre contribution à ces conflits. En ignorant les préoccupations légitimes de sécurité de la Russie, il n'y a pas de voie vers la paix. Après tout, si le public des pays de l'OTAN est amené à croire qu'il est engagé dans un combat contre la plus récente réincarnation de Hitler, alors le compromis équivaut à de l'apaisement. Et comme l'a suggéré l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, les armes sont le chemin vers la paix. Ainsi, la propagande de l'OTAN devient assez simple. Soit vous sautez dans les tranchées avec l'OTAN, en soutenant le récit de l'OTAN, soit vous êtes un traître légitimant le récit russe. Ainsi, les faits et la réalité deviennent secondaires, et ils ne sont pas autorisés à perturber le récit. Cependant, reconnaître le rôle de l'OTAN dans cette provocation ne revient pas à prendre parti pour la Russie. Il s'agit de remettre en question toute la logique des politiques de bloc dès le départ. Parce que l'insécurité de la Russie n'améliore pas la sécurité de l'OTAN. Parfois, nous pourrions l'oublier. Lorsque l'OTAN célèbre que la Finlande fait désormais partie de l'OTAN et que cela renforcera d'une manière ou d'une autre notre sécurité, personne ne pose réellement la question pourquoi. Eh bien, cela renforce la position dominante de l'OTAN. Mais évidemment, transformer la Finlande du plus grand succès de la neutralité en la plus grande ligne de front contre la Russie ne créera guère de sécurité en termes de réduction de la concurrence sécuritaire. Mais encore une fois, c'est la pièce hégémonique que nous ne pouvons pas discuter. Maintenant, l'architecture de sécurité basée sur l'hégémonie a évidemment détruit la sécurité pan-européenne et elle condamnera l'Europe à un déclin économique, à des guerres et à une pertinence diminuée dans le monde, ce qu'elle verra dans les années à venir. Ce sont les conflits et les problèmes que nous devrions résoudre.